Lizzie présente Le disparu de l'Hôtel-Dieu d'Éric Foissier. Lu par Vincent Violette. Aucun ne fait certain dessein de sa vie, et n'en délibérons qu'à parcelles. Michel Eyquem de Montaigne, Essai. Un caractère moral s'attache aux scènes de l'automne. Ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s'affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. François-René de Chateaubriand, Les Mémoires d'Outre-Tombe. Prologue. Chaque matin, le miracle se reproduisait. Tel un songe vaporeux échappé aux lèvres ensommeillées d'un ange, la cité émergeait peu à peu des brumes de la lagune. Le campanile de San Giorgio Maggiore perçait le premier, vigie solitaire et mélancolique. À sa suite, l'île tout entière dessinait sa nostalgie marine dans des dégradés de bleu et de gris. Puis, à mesure que les rayons du soleil dissipaient les nappes de brouillard, le rêve s'affermissait. La ville, à son tour, émergeait du néant. Abandonnant ses contours fantasmatiques, elle offrait au regard les dômes de ses églises, la splendeur orgueilleuse de ses palais, les couleurs chatoyantes de ses façades. Un charme puissant et intemporel se dégageait de cette chimère qui triomphait du mouvement des eaux pour affirmer la suprématie de choses pourtant inanimées. La pierre et la brique, les ponts et les statues, l'or et le marbre. Toutes les nuits, la Sérénissime se rêvait maîtresse du monde, et chaque aube éclose lui en offrait la promesse renouvelée. Ce matin-là, cependant, à l'heure mauve où Venise renaissante se grisait de sa propre image au miroir inversé des canaux, un bruit insolite vint troubler la quiétude habituelle des alentours du couvent dei Frari. L'écho d'une course précipitée raturait le silence des lieux, pourtant propices d'ordinaire au recueillement. Amplifié par une voûte en pierre, le martèlement précéda la soudaine apparition d'un homme sur le quai bordant l'arrière de l'édifice religieux. Débouchant d'un passage couvert, l'individu, qui semblait aux abois, tourna la tête de droite et de gauche et lâcha un juron entre ses dents. La barque qui aurait dû l'attendre n'était pas au rendez-vous. La peste soit de ce maudit Génois! Si je m'attarde dans les environs, les autres ne vont pas manquer de me tomber dessus. L'homme portait un ample manteau de futaine au col relevé, ainsi qu'un chapeau à larges bords rabattus sur ses yeux. Cet accoutrement dérobait aux éventuels regards une physionomie par trop caractéristique. Ce n'étaient pas tant ses traits rudes, marqués par d'épais sourcils se rejoignant au milieu du front, que l'inconnu cherchait à dissimuler, mais plutôt son absence totale d'oreilles. L'amputation des deux pavillons laissait affleurer les conduits auditifs dans un bourgeonnement de chair rosâtre et affreusement tuméfiée. Un châtiment peu répandu, mais qui offrait l'avantage de permettre l'identification immédiate des espions démasqués auxquels on avait accordé la vie sauve. L'inconnu hésitait encore sur la conduite à tenir lorsqu'une cloche, dangereusement proche, se mit à carillonner sur un rythme frénétique. Le tocsin, déjà. Il n'était plus temps de tergiverser. Le vol dont il s'était rendu coupable venait d'être découvert. Les soldats chargés de protéger la retraite secrète de Giovanni Soro allaient se lancer à sa recherche. Il était tout simplement inconcevable qu'il le laisse emporter le fruit de son larcin. Au regard des intérêts stratégiques de la République, ce dernier représentait un enjeu bien trop important. Instinctivement, l'homme aux oreilles coupées porta la main à son col.
ses doigts se resserrèrent sur un lourd médaillon en or. C'était ni plus ni moins que le destin de l'Europe qu'il tenait au creux de sa paume. La précarité de sa situation l'arracha à ses pensées. Faute d'embarcation, il lui était impossible de rejoindre rapidement le Grand Canal par le Rio di Toma. Quant à longer les quais, il n'y fallait pas songer. Leur exiguïté n'offrait ni cachette ni solution de repli si, par malheur, des gardes venaient à lui barrer la route. Non, décidément, sa seule chance était de se diriger au nord et d'emprunter le labyrinthe de galeries et de passages couverts qui, de placettes en ruelles étroites, reliait le couvent au jardin Capelloni. Le fugitif tourna les talons et s'enfonça de nouveau sous la voûte obscure par laquelle il était arrivé. Il progressait rapidement, mais en prenant garde cette fois à ne pas trahir sa présence. Lorsqu'il eut parcouru une trentaine de toises, l'écho de tintements métalliques et de pas précipités le fit tressaillir. Le bruit venait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.